Bienvenue au Paul Sécure, épisode technique. Je suis accompagné de Maxime. Salut. Comment vas-tu? Très bien, toi. Très bien aussi. On poursuit sur notre lancée de la dernière fois, peut-être cette fois-ci un peu plus organisé que la dernière, on va être un peu moins diffus. On va s'attarder spécifiquement aux signaux versus par rapport dans un contexte DDR. Je vais te laisser commencer avec ça, qu'est-ce qu'un signal pour commencer, puis ensuite on va glisser, puis on va s'amuser à explorer ça. C'est bon. Oui, je pense que de mon point de vue, les signaux, c'est la partie plaisante de tout ça. C'est la partie qui est le fun à développer. C'est pour ça qu'on va en sécurité. C'est pour faire des choses comme ça. Donc, des signaux, je pense que pour définir un petit peu ça, je pense que c'est bien de définir un peu une espèce de hiérarchie ou de hiérarchie. Donc, en général, et je vais faire un préface ici qui est ça varie. Hein. Il y a rien de ça qui est encore une science. Alors, je pense que c'est juste de trouver un langage de commun. Mais donc, l'espèce d'atome dans tout ça, dans ma tête, c'est un événement. Donc, un event. Un événement, des fois, nous, on va référer à ça à de la télémétrie. Et donc, l'idée, c'est que ça a une connotation qui dit que ce n'est la télémétrie ou un événement n'est pas quelque chose de bien ou de mal. C'est juste quelque chose qui s'est passé. Donc, ça peut être des audit logs, ça peut être un process qui est parti, ça peut être une connexion sur le réseau. Tout ce genre de choses-là, c'est des events. Et en général, c'est un peu de là, je pense, que le threat hunting ou le développement de signaux kind of part. Après ça, on va avoir une logique. Une logique, et donc je garde ça un peu générique parce que ça va dépendre du produit, ça va dépendre de l'environnement. Mais donc, il y a une logique qui est appliquée aux événements. Et cette logique-là va, encore une fois, je simplifie, mais va essentiellement dire, bon, oui ou non. Est-ce que c'est quelque chose qui est correct, qui n'a pas de problème, ou est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Et bon, dans certains environnements, un signal va être quelque chose de très, très, très critique et important. Dans certains environnements, le monde qui crée les signaux vont prendre une approche qui est de dire pas tous les signaux sont critiques et importants, mais en réalité, bon, il y a des signaux de basse importance. Et c'est quand même important de les avoir et de les accumuler et de faire des choses avec ça. Où est-ce qu'on tombe sur ce niveau d'importance-là des signaux? Je pense que ça va dépendre beaucoup, beaucoup, beaucoup du type d'environnement. En général, je dirais le rule of thumb, c'est que plus un environnement va être sophistiqué, donc une compagnie ou une agence, bon, peu importe le type d'organisation, plus ils vont avoir des signaux de basse importance. Donc, ça va vouloir dire que des fois, disons, je vais prendre un exemple. Un usager vient de se loguer dans un système à partir d'une ville où il l'a jamais fait avant. Donc, ça, c'est un type comme c'est typique de UEBA, donc User Behavioral. Et donc, est-ce que c'est un signal? Donc, la logique, c'est de dire, bon, l'usager s'est logué d'une place qu'on n'a pas vue avant. Est-ce que c'est important? Bon, ça dépend beaucoup. Donc, c'est probablement un signal de relativement basse importance. Et si l'environnement dont on parle, c'est le dépanneur au coin, probablement pas un signal intéressant parce qu'il y a personne qui va passer le temps à regarder, à faire de la logique de secondaire sur ces signaux-là. Alors, probablement pas. Mais bon, si t'es je sais pas, dans le Parlement du gouvernement du Canada, probablement que c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, il y a ces signaux-là avec une variance d'importance. Et après, là, ça va varier encore plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, encore une fois, il y a certaines places qui vont dire, juste les signaux en haut d'un watermark, donc il va dire, en haut de niveau 3, peu importe ce que 3 veut dire. Là, c'est là qu'on va amener ça à un utilisateur.
Des fois, c'est un peu plus complexe, puis je pense que ça tombe dans dans du développement de signal intéressant où on va dire, bon, mais en fait, si, disons, sur une boîte, on parle d'EDR, donc sur un serveur, disons, il y a plus que 4 signaux de niveau 3 ou en bas qui ont été émis pendant 1 heure, ben là, je vais traiter ça comme un signal de plus haute importance. Et donc, ça va bubbly up. Donc, ça va remonter au SOC. Ça va multiplier la valeur des signaux qui sont ça. Donc, l'accumulation a un effet d'ajouter de l'importance à ce qui se passe sur le dit endpoint. Là. Exactement. Puis donc je pense que en tout cas dans ma tête quand je pense aux signaux, c'est vraiment le modèle mentalement sur lequel je pense. Mais il y a aussi une autre dimension qui est intéressante dans tout ça, qui est la dimension de la fréquence des signaux. Et donc je vais commencer à parler de ça parce que je pense que c'est assez intéressant de la façon dont on regarde quel type de signaux est-ce qu'on veut développer. Donc un signal, est-ce qu'un signal est bon ou est mauvais? Et donc, je parle de la qualité du signal et non pas de ce qu'il détecte. Et c'est vraiment une question pivotale du développement de signal parce qu'à la fin de la journée, on essaie d'avoir des bons signaux. Parce que si on en a trop, on en a trop, on n'est pas capable de passer à travers. Si on en a pas assez, on peut manquer des attaques. La dimension intéressante est sur la fréquence d'un signal. Donc, on sait que un signal qui fire, donc qui allume tout le temps, à toutes les 10 secondes, on émet tel signal. Bon, mais c'est assez simple de dire que c'est probablement pas un très bon signal parce qu'il n'y a jamais personne qui va regarder ça. Mais si on regarde l'autre opposé de ça, qui est de dire, disons, un signal qui part jamais, est-ce que c'est un signal qui est de bonne qualité? Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant parce que, bon, d'un certain point de vue, tu pourrais dire, ben non, c'est pas de bonne qualité parce que ça part jamais. Et ça pourrait être le cas si c'est un signal qui a été créé de façon qui regarde pas la bonne chose. Mais il y a aussi l'autre cas qui je trouve qui est le cas plus intéressant, qui est non, le signal part jamais, mais c'est correct. Parce que, comme le signal ne part jamais, ça nous donne pas plus de travail. Alors, en général, bon, c'est un grand statement, mais en général, on perd pas grand-chose à avoir ce signal-là. Et quand on parle d'environnement sophistiqué, encore une fois, c'est sûr que pour le dépanneur, ça sera pas le cas, mais quand on parle d'environnement sophistiqué, et honnêtement, bon, moi, mon bias, c'est que je viens de ces environnements-là pas mal. J'adore ces signaux-là parce que c'est le genre de signal que tu vas créer pendant une année parce que tu t'es levé le matin puis tu t'es dit hey, il me semble que si telle affaire se passait, ça serait vraiment cool. Puis je pense qu'un quelqu'un qui ferait quoi de mal pourrait faire ça. Puis là, tu mets le signal en production ou tu testes le signal, puis il n'y a rien qui se passe. Et là, 3 ans plus tard, encore une fois, tu te lèves le matin, puis quel signal vient de partir pendant la nuit? C'est ce signal-là. Et de mon expérience, c'est ces signals-là qui sont toujours les plus intéressants parce que tu les oublies complètement. Puis là, éventuellement, s'il y a de quoi qui se passe, ça arrive, puis c'est un attaqueur qui, oui, a décidé de faire quelque chose, puis indirectement, ça trip ce signal-là. Alors, je pense que ça va revenir un peu quand on parle, disons, de la philosophie de comment développer des signaux. Ouais, justement, pour aller chercher les bons signaux, parce que c'est le premier niveau de traitement. Parfois même sur la machine même, qu'on va mettre ce premier niveau de traitement-là au lieu de le déléguer à une unité centrale. C'est d'autant plus important parce que c'est là où il y a le volume le plus important, puis c'est justement le premier filtre d'information. Fait que si on y va, puis c'est intéressant parce que ça met des exemples des deux extrêmes, mais il faut que ça demeure utile, puis ça soit contextuel. On achète des solutions out of the box avec un certain nombre de règles sur des attaquants, des choses connues, des éléments comme ça. C'est pas parfait,
parce que c'est représentatif des grandes tendances sur le marché ou les grandes tendances actuelles des attaquants. La réalité, c'est qu'il faut développer comme engineer en cyber, développer les règles qui sont spécifiques à notre environnement, parce que c'est là où ça fait la différence. C'est comme tu dis, le matin, quand tu te lèves, pouf, tu as une idée, tu as rêvé à quelque chose, tu le mets en application, parce que tu as cru dans ton environnement que c'était légitime qu'un attaquant puisse arriver à ce chemin-là parce que le trésor, il est caché dans telle zone. Exactement, exactement. Et encore, je pense que je vais le dire à tous les 10 minutes, mais parce que oui, j'entends tout le monde qui sont en train de crier à leur ordinateur puis qui disent bon, j'ai pas le temps de faire des détections ou des signaux. Et ça arrive. Tu sais, ça va dépendre d'environnement. Puis il faut être fair sur ça. Tu sais, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'environnements ou des petites compagnies qui ont juste pas le temps de faire ça. J'espérais, bon, peut-être qu'ils travaillent avec un MSSP, donc quelqu'un qui fait ça comme service. Mais tu sais, je pense que c'est important de voir que je pense qu'il y a un privilège à pouvoir créer des signaux et pouvoir passer à travers ça, faire du engineering dans tout ça. Absolument. Personnellement, j'ai aimé ça. J'ai arrivé de plusieurs occasions d'avoir en enfer. C'est un privilège de pouvoir faire ce genre de choses-là, de pouvoir me permettre que ces clients-là me permettent justement d'aller jusqu'à créer des signaux qui sont spécifiques à leur environnement. Mais en même temps, puis c'est là où ça arrive, plus l'environnement est grand et sophistiqué, plus on a besoin de personnalisation, plus il est simple et, on va dire, plus petit et plus petite taille, moins on a besoin de faire des règles personnalisées parce que généralement, on va tomber dans le 80% des cas vont être attrapés de toute façon, puis on a rarement pour les personnes, pour les plus petites entreprises, un acteur étatique avec des outils sophistiqués qui va venir nous attaquer. Fait que, en question de probabilité aussi, les efforts doivent être mis aux bons endroits. Fait que, oui, mais de carrière, j'ai beaucoup aimé faire des signaux. C'est vraiment un gros trip, là. Ah oui, absolument. Et je pense que tu sais, c'est je pense que c'est possible de mettre en place les outils qui nous permettent de faire ça. Je pense que un sujet en fait qui revient un petit peu à la nomenclature, on a parlé d'événements puis de signaux. Il y a une question logique qui ressort de ça, qui est disons que oui, j'ai un environnement, peut-être que oui, je veux faire des signaux. Qu'est-ce que j'ai besoin de retenir comme information dans tout ça? Parce que c'est un funnel, il y a un mot en français pour ça, mais c'est un... non, je l'ai pas, celui-là, je l'ai pas. J'aurais tunnel, mais de toute façon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bref, une voie. Ça part grand puis ça réduit. C'est ça l'idée. Et tu sais, les événements, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de télémétrie en général. Et puis, bon, ben, si on fait notre job correctement, ben, il y a moins de signaux que de télémétrie. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on réduit tout ça à un entonnoir. C'est ça le mot, un entonnoir. Donc, on réduit l'entonnoir jusqu'au niveau où, bon, un analyste ou quelqu'un peut regarder des signaux qui passent. Et donc, une chose qui est importante en regardant les signaux, puis je pense que c'est un trap, donc c'est quelque chose des fois que le monde, ils pensent pas quand ils font des signaux, mais ça revient pour pas être bon pour eux dans le futur, c'est de dire, quand on développe un signal, de dire, disons que oui, le signal part, puis que je me lève le matin, puis le signal est parti pendant la nuit, puis je le vois. What now? Donc, et puis, et la deuxième question, qu'est-ce que je dois faire avec cette information-là? Et toujours s'assurer que on a toujours quelque chose qu'on peut dire à qu'est-ce que je peux faire avec ce signal-là. Parce que les pires signaux, là, c'est, je parle un petit peu d'expérience, je suis dans une grosse compagnie, je me lève le matin, je vois qu'il y a un signal qui dit que APT37 de la Chine, il y a un domaine qui a été vu. Puis là, le domaine, c'est evil.3322.org. Et puis, est-ce qu'on a des logs DNS? Non. OK. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Alors, toujours s'assurer de dire, bon, si ce signaux-là fire,
comment est-ce que je vais faire pour être capable de retracer d'où viennent ces choses-là? Sinon, on fait juste brûler de l'argent. Ouais, il y a ça, puis c'est parce que ça me rappelle mes premières années dans ce genre de choses-là où les gens s'excitaient parce qu'il y avait un ping qui arrivait sur un firewall externe de la Chine. Fait que là, il dit là, c'est pas grave, là. Ça fait partie du bruit de fond, de la normalité, puis on fait juste l'ignorer, ça. Si on voit une communication interne qui est initiée et complète vers l'extérieur, là, effectivement, il y a un intérêt. Mais tu sais, puis toutes les analystes juniors que j'ai connus se sont toujours énervés quand ils voient des IP de la Russie, de la Chine. Là, ça y est, on est sous attaque. Non, mais là, ils font beaucoup de recon, ils font beaucoup de decoy aussi d'ailleurs. Fait qu'il faut faire très attention. Fait qu'il faut aller beaucoup plus lentement, surtout pour la face extérieure. Quand on est à l'intérieur, là on est pas la même chose, mais quand on parlait de contexte, c'est un exemple de justement, je vais pas brancher un signal de détection de la Chine sur mon firewall externe. Ça sert strictement rien avec un NDR. Je vais le faire à l'intérieur d'une machine qui initie une communication TCP sur un port non standard vers la Chine. Là, j'ai beaucoup plus d'intérêt à regarder qu'est-ce qui va se passer et comment tout ça va être appuyé. Puis dans le développement du signal, c'est là où ça évite de tomber dans le piège, c'est qu'on moi, je documentais la raison du signal d'existence et qu'est-ce que je fais avec ça. Fait en s'obligeant à le documenter, on ne tombe pas dans le piège que tu mentionnes parce que je suis obligé de réfléchir à juste c'est de la Chine, c'est mal. OK, il y a une communication sur un port non standard vers la Chine, donc de regarder, voir s'il a été intercepté à la barrière et s'il a été complété et quel processus qui a initié ce genre de communication-là. Si c'est un Word initié par un Outlook, effectivement, là, j'ai une préoccupation et là, ça descend. Mais si c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui est accédé à un site qui par hasard c'est allé là, absolument, absolument. Et je pense que tu touches sur un sujet qui est très important quand on parle de signal, qui est que c'est facile de tomber dans un mode d'affaires où on fait quelques signaux et on fait du firefighting. Donc, on devient des pompiers dans le réseau où, tu sais, on fait un signal, puis là, le signal part 2 fois par jour. Et j'en ai 100 autres signaux qui ça fait la même chose et donc je suis toujours en train d'investiguer puis de rechercher ces choses-là. Et c'est pour ça que ma recommandation en général, donc d'une organisation qui veut commencer à créer de leurs propres signaux, de faire ça de façon organisée, c'est de mettre un processus sur ça. Pas rien de super compliqué, mais c'est plutôt une façon de penser au développement de signal, qui est de dire que des signaux, ça devrait être, je pense comme des règles, disons. Donc, c'est des règles que j'ajoute de façon constante dans mon pool, donc tu sais dans mon bucket de signal que je recherche de façon automatique. Donc, les signaux, ça devrait être automatique. Quand c'est créé. Ça veut pas dire que on fait pas de threat hunting, on fait pas rien manuellement, mais ça veut dire que ça, c'est la partie avant de faire le signal. Quand on raffine un peu, tu sais, bon, justement, quand je dis on se lève le matin, je pense que telle affaire, ça serait bizarre. C'est là que tu hops dans Splunk ou dans quelque chose pour dire, bon, est-ce que c'est vrai? Peut-être que j'ai pas raison. Et ça m'arrivait tout le temps. J'avais une idée, puis je pense que si ça se passait, ça serait super bizarre. Puis, non, Microsoft, dans Office, blablabla, ils font ça toutes les 5 secondes. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, mais qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des éléments comme ça qui sont très intéressants, puis je vais renchérir un peu sur le volet du développement des signaux, parce qu'on est fait vraiment beaucoup. Tu sais, je pars avec les logs bruts, la télémétrie brute. Je faisais ce genre de choses-là, et il arrivait souvent, quand je faisais ce genre de choses-là, que je tombais sur des problèmes de configuration d'infra. Soit réseau, soit machine, des choses comme ça. Et là aussi, pour éviter de brûler les équipes SI, cyber, ce que je faisais, c'est quand je voyais des problèmes qui étaient d'infra, je créais des signaux, mais qui n'étaient pas traités par les gens de cyber, mais qui étaient tagués de façon à ce que ça soit traité automatiquement par les gens d'infrastructure. Et on les obligeait à
ils ont redressé un peu certains laxismes dans certaines configurations. Comme moi, j'ai l'exemple, puis celui-là, il date quand même, là, de SMTP non autorisé qui était dans l'environnement. On les attrapait, mais c'est pas un problème de cyber, c'est un problème d'infra. Fait qu'on renvoyait ça aux équipes d'infra, pour dire hey, allez régler vos affaires. C'est un SMTP non autorisé qui est dans l'environnement. Il fait du bruit. Je me fous de quel bruit qu'il fait. Fermez-le. Absolument, absolument. Puis ça me rend très heureux d'entendre ça parce que je pense que les équipes de sécurité, je pense qu'on des fois on a une vision un peu myopique de la sécurité, mais la réalité c'est que l'hygiène de tech est très très important. Puis c'est une grande partie, c'est comme tu dis, c'est du bruit. Et le plus il y a de bruit, le moins les signaux ressortent de tout ça. Alors, dans ma tête, une équipe de sécurité devrait avoir de la valeur comme ça pour la partie des technologies dans la compagnie. Alors de dire qu'on n'est pas juste là pour créer du trouble, mais tu sais des fois on est capable d'ajouter du bien dans tout ça en aidant des fois les équipes de tech de trouver bon qu'est-ce qui est mal configuré ou ça. J'aime beaucoup ça. Oui, ça amène les choses un peu plus loin, puis ça réduit le bruit aussi, parce que les environnements, plus on purifie ces affaires-là, plus on réduit le problème et plus on facilite le travail des équipes de cyber et ça va se concentrer davantage sur les vrais signaux, les vrais endroits où c'est pertinent de mettre en attention. Mais de mon expérience, 80% des signaux que j'avais finissaient dans le bucket des technos parce que c'était des problèmes de configuration qui levaient des alarmes. Puis je disais là, réglez vos affaires, là, vous nuisez à notre capacité d'analyse. Et dans le fond, nous, on détectait à peu près un 20% de choses plus intéressantes, plus crunchy. Et encore, tout dépendant des façons qu'on abordait, puis comment on concevait nos signaux. Mais c'est un art aussi de concevoir, puis tu le mentionnes, c'est justement que faut savoir faire ça, puis justement d'éléments comme dans Office qui ont des déclencheurs qui ont aucun sens ou c'est l'élément de je pense que c'est le debugger de Microsoft qui lève quand une application crash, ben incidemment, ça crache souvent des applications dans Windows de toute apparence. Fait que on avait ça, c'est un exemple de signaux qui était démesuré, puis finalement, on a juste fermé. Bon, on a mis sa traque d'évitement pour si à moins qu'il y ait un incident qui suive à apparaître pour qu'on puisse investiguer s'il y a effectivement une attaque qui a été passée ce chemin-là. Mais maintenant, c'est peu probable. C'est vraiment juste des applications mal foutues qui ont craché dans Windows. Et il y en a souvent de ça. C'est vraiment fou. Oui, oui. Et honnêtement, quand je pense à Google, donc je travaillais à Google, et c'était quoi leur superpower, la raison qu'ils étaient capables d'être d'une façon proportionnelle une petite équipe, mais d'être incroyablement secure, c'était l'hygiène. Donc l'hygiène des TI. Vraiment de pouvoir dire justement qu'ils savaient qu'est-ce qui roulait dans leur environnement. Ils mettaient des guardrails sur beaucoup de choses, être capable de faire des choses comme du binary whitelisting. Donc, beaucoup de mesures comme ça qui ajoutent un contrôle de base. Et oui, ça prend de l'énergie à mettre, mais ça fait que ça enlève tellement beaucoup de bruit que après ça, ben tout ce qui reste, ben c'est du signal qui est intéressant à regarder. Alors, c'était vraiment ça leur superpower. Effectivement, puis avec raison, mais c'est de ce que j'ai vu à l'extérieur de Google, c'est très difficile d'arriver à des choses qui même s'en rapprochent un peu parce que les gens ont pas cette discipline-là de toujours de fonctionner. Les guardrails en infonologie commencent à nous donner des outils maintenant pour aider les gens à faire les bonnes choses, mais ça demeure difficile, puis ça demeure quand même ardu d'arriver à ce genre de choses-là. Tout à fait, tout à fait. Revenant sur les signaux, le développement de signal, on va essayer de pas aller dans trop de tangentes différentes. On va essayer d'être plus focus que la dernière fois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, la création de signaux, c'est ça. Donc, l'idée, c'est ça, de raffiner un peu le signal, d'être capable, et c'est ça, le processus, est être capable d'accumuler les signaux
sans avoir à répondre tout le temps à ces signaux-là. C'est vraiment, c'est la clé pour améliorer son sort, pour sortir du firefighting, de tout ça. Donc, la clé est vraiment de bien raffiner et d'y aller vraiment de façon incrémentale. Incrémentaire. Oui, ça existe en français. Peut-être pas nommé comme ça, mais bon, bref. Okay. Close enough. Des signaux. C'est vraiment ça qui permet d'avoir, tu sais, c'est ça, les deux bonnes choses dans ça, qui est de pas faire du firefighting, mais aussi d'être capable de détecter des choses qui sont plus avancées. Alors, ouais, je pense que c'est vraiment ça comme la clé au point de vue du développement de signal. Si peut-être on essaye d'aller à un niveau en dessous, donc peut-être un peu plus technique. À date, on parle beaucoup de signaux de façon générique, mais si on vient à parler un peu plus du point de vue EDR, donc ce qui veut dire c'est du point de vue host-based, donc ce qui se passe sur la boîte. Il y a beaucoup de signaux intéressants et je pense que la place à partir, c'est assez évident, je pense, mais c'est les processus, l'exécution de processus. On va probablement, je pense que ça va être un peu un rabbit hole, donc on va aller assez profond dans plein de types de détection qui existent. Mais c'est important, je crois, de commencer au niveau de base. Parce qu'en sécurité, il y a toujours des choses plus avancées qu'on pourrait aller dedans. La réalité, c'est que habituellement, c'est les petites attaques par rapport c'est un phishing qui va vous attraper et non pas la Chine qui installe un firmware spécial sur votre routeur. C'est vraiment pas ça, généralement, l'attaque. Généralement, puis l'exemple en ce sens-là, c'est ce que la Russie a essayé de faire en Ukraine. Il y a eu 2 attaques sur des centrales nucléaires. Il y en a une des 2 qui était super sophistiquée avec de l'injection dans des switch Siemens super spécialisés, choses comme ça. Ça allait échouer. Celle qui a réussi, c'est celle qui a été la plus simple des 2 et qui puis là, on parle d'acteurs étatiques qui s'attaquent dans un contexte comme ça. Fait que même, donc, c'est un rappel que c'est plutôt rare qu'on va avoir des attaques sophistiquées qui vont nous arriver et encore moins si on n'est pas un acteur tout même d'étatique. Donc, en ce contexte-là, l'élément de base est probablement le plus primordial dans ce cas-ci. Là. Absolument. Puis même si, oui, on est de la cible ou une cible potentielle, même dans ces environnements-là, la réalité est que, c'est quoi l'expression? Crawl before you run. Ça veut dire, il faut marcher avant de courir. Là. Exactement. Faut prendre la marche avant de courir. Exactement. Alors, marcher dans le domaine des signaux de EDR, c'est les processus. Donc, aller chercher toute l'exécution de processus. Il y a, je dirais, 4 grandes caractéristiques qui vont vraiment être clés. Alors, si vous voulez commencer à faire des signaux, puis vous cherchez une place à partir, puis vous partez de zéro, c'est vraiment la place. Et donc, les 4 caractéristiques dans ma tête, je serais curieux de voir si tu en as d'autres qui viennent en tête, mais ce serait l'exécutable lui-même. Donc, quel exécutable vient de partir, évidemment. Le command line, donc la ligne des commandes, qu'est-ce qui est demandé souvent de l'exécutable. Il y a le file hash, donc qui est c'est quoi l'identité réelle de cet exécutable-là? Pas juste le nom, mais vraiment réel. Et je mettrais dans ça la signature, parce qu'habituellement, c'est un hash va avoir une signature et une signature va être juste pour un hash. Et le 4e serait la descendance, qui est un petit peu plus sophistiqué. Je pense qu'il faut l'admettre, mais de dire quel processus a parti de quel autre processus. Je sais pas s'il y en a d'autres qui te viennent en tête. Ouais, je te dirais, pour moi, le plus important, c'est la descendance. C'est probablement, au niveau des attaques, c'est probablement une des choses les plus importantes parce qu'on va voir spawner des processus, justement, de façon, là, je nommais la classique, c'est Outlook qui démarre Word, qui démarre un PowerShell. Ben là, si on suit la descendance, c'est
c'est pas supposé faire ce genre de choses-là. L'ordonnancement est pas bon. Je rajouterais peut-être l'ouverture de port ou l'ouverture de fichier du processus. C'est son action immédiate, on ouvre, parce que dans le fond, un fichier, puis il passe, tant qu'à moi, c'est la même chose. Fait qu'il ouvre un socket, peu importe vers la direction qui va le faire, parce que ça veut dire à ce moment-là qu'il initie quelque chose vers l'extérieur ou il veut aller jouer ailleurs de son environnement. Donc, sa première action, généralement, qu'il va faire. Puis ça, c'est une question de délai aussi. Plus c'est rapide à l'ouverture, plus c'est probable qu'il y ait une chose comme un Word qui va aller se contacter en Chine, pour reprendre l'exemple. Ben là, effectivement, là, il y a anguille sous roche, que si le Word va commencer à en parler, parler en Chine, par exemple, ça va être, pour moi, c'est un automatique. Il y a un signal de très bonne qualité qui vient de sortir de là. Que si c'est un Word qui démarre puis qui va dans son chose de update chez Microsoft, ben, le signal, tant qu'à moi, il n'y a même pas de signal rendu là, parce qu'on devrait littéralement même pas traiter ce genre d'éléments-là rendu là parce qu'on fait du bruit pour rien. Et j'aime beaucoup l'aspect timing que tu viens de parler. Et j'ai l'intuition que, surtout beaucoup en regardant des attaques dans les browsers ou des choses comme ça, il y aurait du timing intéressant par rapport aux connexions réseau qui sont faites. Je m'attendrais. Et c'est un exemple parfait. Peut-être que j'ai absolument pas raison, mais je m'attendrais à ce que quand un browser part, que dans 99,9999% des cas, des connexions peut-être sauf autres à Google ou Firefox, vont partir après, je sais pas, 5 secondes. Et qu'un browser qui part et qui fait une connexion en moins d'une seconde, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans ça. Et je pense que l'autre extrême de ce que tu viens de dire, c'est de dire, ben, c'est quoi la partie plate de tout ça? Ben, c'est les hashes et les signatures, au point où, honnêtement, avec les antivirus modernes, c'est probablement la partie que si vous avez un antivirus, ben, ça vaut-tu vraiment la peine de regarder les hashes puis les signatures? L'antivirus le fait probablement pour vous. Alors, c'est moins intéressant de faire des signaux sur ça. Ouais, ben ça c'est oui. J'utilise très peu ces éléments-là parce que ça ramène. Tout dépend des AI aussi. J'ai travaillé à travailler un peu avec ça, puis c'est mitigé en termes d'intérêt, parce que c'est bon que pour un très court laps de temps. Parce que les attaquants pivotent tellement vite que ça change tellement vite. On parle des noms de domaine ou des IP qui sont contactés. En l'espace de 24 heures, les IOC ne valent plus rien. Donc, on est tellement trop rapide que s'il devient inintéressant de mettre de l'énergie à faire ce genre de choses-là, à moins d'être connecté sur un thread feed qui est de très bonne qualité puis qui nous amène là, mais de façon maison, c'est inintéressant de faire ce genre de choses-là. Pour l'avoir vu dans certaines organisations que ils se faisaient alimenter, mais 24 ou 48 heures après l'événement intéressant, les IOC rendus là, c'est plus intéressant. On est mieux d'aller voir les traces d'une attaque réussie que d'aller voir les IOC qui vont prédire une attaque en cours, là, qui vont détecter une attaque en cours, parce que là, pour 24-48 heures, il est trop tard. Ouais. Je pense que peut-être une exception à ça qui est un peu comme tu dis, de incident response. Donc, de dire, disons que vous avez un EDR en place. Puis, en fait, c'est intéressant, c'est un sujet intéressant parce qu'on parle beaucoup de signal en ce moment de façon temps réel. Right? Donc, on dit, telle affaire vient de se passer, on émet le signal. Mais dans un cas d'incident response qui est, disons qu'on fait un scénario un peu, c'est on vient de se rendre compte aujourd'hui que telle boîte, il y a un stage 0, donc il y a un trojan quelconque, un malware quelconque qui est dedans, et on est capable où on veut prendre le hash de ce fichier-là ou s'il est signé, c'est qui la signature qui a signé ce fichier-là, et de regarder de façon historique. C'est vraiment comme l'autre côté de la médaille par rapport au temps réel, c'est d'être capable de faire des recherches historiques sur tout ça. Et c'est là beaucoup que, comme on en a parlé un peu brièvement, avoir les événements ou avoir la télémétrie devient très, très, très précieux
c'est aussi très cher. Alors, c'est sûr que c'est ça le trade-off. Mais si on est capable d'avoir cette télémétrie-là, ou du moins une partie de la télémétrie, ben ça devient de l'or parce que là, on est capable de dire, bon, ben, telle signature, quel autre fichier dans mon réseau est-ce que j'ai vu avec ces signatures-là? Bon, moi, j'ai vu 5 autres fichiers sur telle boîte. Puis là, ben, tout de suite, ça nous donne des leads, ça nous donne la première place à aller regarder pour répondre à cet incident-là. Et je pense que c'est peut-être à ce point-là que il y a une feedback loop dans le signal engineering qui est de pouvoir prendre ces hashes-là et oui, regarder de façon historique, mais aussi de créer un signal aujourd'hui, maintenant, parce que clairement, si le malware était sur votre réseau, ben c'est que l'antivirus l'a pas pogné. Et c'est intéressant de savoir, à partir de ce point-là dans le temps, de dire, OK, si à partir de maintenant, je vois ce hash-là ou cette signature-là, là, je veux le savoir en temps réel. Parce que ce qui va souvent arriver, encore une fois, dépendamment du type d'acteur, de la sophistication, c'est de faire, il appelle ça en anglais, c'est whack-a-mole. C'est, tu sais, de trouver, tel acteur est sur telle boîte, ok, bon, on va aller, tu sais, isoler la boîte du réseau, puis on va essayer de l'enlever de là. Et pendant qu'on fait ça, ben là, ils réutilisent le même exploit qu'on connaissait pas du tout pour aller sur une autre boîte complètement différente. Mais c'est peut-être le même exécutable. Alors, c'est là que c'est important de monter le plancher des signaux pendant une réponse aux incidents pour être certain que on se fait pas redescendre, tu sais, dans le processus d'incident. Puis le pire, je suis certain que tu as vu ça aussi, le pire qui peut arriver, c'est une réponse aux incidents et puis on met beaucoup d'argent pendant 2 semaines, on engage du monde pour venir faire tout ça. Puis là, OK, l'incident est fini. OK, tout est bien, on ferme tout ça. 1 semaine plus tard, le même maudit malware revient d'une autre boîte. Il n'y a rien de pire que ça parce que perte d'argent pour rien. Alors, c'est important de... Qu'a vécu, ça fait partie de la trousse des gens qui ont fait du ER un peu. On est rappelé 2 semaines plus tard pour se faire le même ménage une deuxième fois. Effectivement, faire c'est ça parce que quand on va parler de signaux en général, on est vraiment dans un modèle de temps réel ou semi-réel, c'est-à-dire qu'on est en cours. Pendant que le flux passe, on essaie de repérer les choses comme ça. Mais effectivement, de pouvoir revenir en arrière. Puis j'ai eu d'ailleurs, assez récemment d'ailleurs, des discussions comme ça, parce que là, on embarque dans le volet journalisation. Les délais de conservation, qu'est-ce que c'est et tout ça. Et généralement, ce que j'avais donné comme conseil à ce moment-là, c'est 30-60 jours en vivant. Le restant, le mettre en stockage lent et peu dispendieux, parce que ça devient très dispendieux très rapidement en stockage vivant. Justement, si on a besoin de faire du rétro comme ça parce qu'on s'est fait attaquer, ben là, à ce moment-là, on a la capacité, on ne le perd pas. Ça ne nous coûte pas trop cher à conserver sur une période de 6 ou 12, même 12 mois. Tant qu'à moi, c'est le minimum là, pour des choses long terme pour être capable de retourner en arrière parce que les attaquants l'ont démontré récemment. D'ailleurs, je pense avec Move It, ils ont été là pendant plusieurs années avant qu'on les détecte. Donc, c'est assez impressionnant. Fait que ceux qui ont conservé, disons, 3 ou 50 journaux sont capables de retracer le chemin exact qui a été pris et de voir qu'est-ce qui a été exposé à ce groupe-là. Contrairement aux personnes qui ont regardé un 90 jours. Hein, Microsoft, je te regarde dans les yeux avec un 90 jours. Eux ne verront rien avec ça, parce qu'ils ne feront pas, puis probablement qu'il y a 90 jours, ils ont arrêté d'agir parce qu'ils ont senti la soupe chaude, puis ils ont retiré les affaires. Fait que toutes les actions étaient avant ce délai-là. Là. Absolument. Puis, sans entrer dans un pitch, nous, ce qu'on fait, c'est on fait 1 an flat, donc pour tout le monde de rétention, parce que je sais comme expérience à quel point ça c'est important d'avoir cette rétention-là. Et je pense que l'autre partie qui est intéressante, l'autre valeur comme de side effect de tout ça, c'est que si vous avez de la rétention, disons, d'1 an, de façon utile, la rétention, c'est dans un cold storage bucket de S3. Bon, à moins qu'il y ait de quoi qui se passe, vous ne verrez jamais les données. Mais donc, si c'est d'un système qui est live, la valeur est
dans l'ingénierie de signal. Parce que là, ça va devenir utile de pouvoir dire, tu sais, quand on développe un nouveau signal comme ça, puis on se dit, bon, justement, est-ce que c'est normal? Répondre à cette question-là, est-ce que c'est normal? Des fois, ben, c'est pas aussi simple qu'on pense. Et c'est vraiment c'est utile d'être capable de dire, non, vraiment, là, disons, dans la dernière année, ça s'est jamais passé. Puis si vous êtes pogné dans 30 jours, bon, c'est mieux que rien. Mais encore une fois, ça va dépendre des processus, de ce qui se passe. Alors, ça devient très utile pour faire du baseline. Et même, bon, je veux dire les deux lettres, le AI, mais si on tombe dans l'intelligence artificielle, ben là, ça devient de l'or aussi, si jamais on veut commencer à expérimenter dans ça. Oui, puis les signaux-là sont importants. Puis les signaux-là vont justement, par leur définition, on les voit pas sur une base très régulière. Donc, de les voir sur une plus longue période de temps, c'est là où le AI apparaît justement d'intérêt, parce que c'est lui qui va être capable de repérer les anomalies très rares, mais qui peuvent arriver, disons, 2 ou 3 fois par année. Mais si on a trop court, on les verra pas parce que l'événement va être seul dans le bucket de rétention. Si on a un 12 mois, ben, il va y en avoir 3 ou 4 événements de la même nature à des moments aléatoires. Sur des systèmes aléatoires, là, on commence à avoir une qualité de signal intéressant, mais qui est difficile à développer humainement. C'est pour ça que le AI, dans ce genre de contexte-là, vient pleinement tirer sa valeur, justement, d'être capable de repérer des signaux très faibles. Puis, je veux dire, dans l'actualité, au moment où on enregistre, c'est ce qui a permis justement de détecter l'incident chez Microsoft où la clé a été volée. Ben, c'est parce qu'un des clients a détecté une anomalie lente à quelques reprises et justement, ça sortait, c'était hors norme par rapport au restant. Et alors, comme tu dis, qu'est-ce que dit hors norme? Ben, il faut que tu aies un an d'historique pour être capable de définir qu'est-ce qui est ton hors norme et pourquoi tu définis ton baseline. C'est comme ça qu'ils l'ont attrapé dans ce cas-ci, c'est qu'il y avait un événement rare, mais qui sortait vraiment du baseline. Donc, ils ont réussi à retrouver ça. Et ça a amené à la découverte du problème qui maintenant fait les médias. Absolument, c'est un exemple parfait. Et même, et justement, comme tu dis, même sans parler d'intelligence artificielle, à la fin de la journée, c'est des stats. Alors, avoir ces données-là, nous, dans le passé, dans mes autres vies antérieures, on a eu beaucoup de choses qu'on a trouvées purement en faisant donc des requêtes justement dans un, si tu penses, disons, je mets tous les processus dans Splunk ou quelque chose comme ça, et d'être capable de générer des statistiques sur des combinaisons de choses. Donc, des fois, on parle beaucoup de signal de façon manuelle en ce moment. Mais il y a une approche qui est très intéressante aussi, qui est l'approche statistique, qui est de dire, bon, ben, je vais prendre tous mes processus, puis je vais mettre ça dans une espèce de base de données, dans un data lake, et je vais faire une recherche sur, ça c'est un classique, donc sur des choses qui sont très, 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 très stables et connues, mais que des fois, il y a quelque chose de différent qui en ressort. Donc, pour moi, l'exemple dans ma tête, c'est genre SVC Host. Qui est sur Windows, un SVC host.exe, c'est comme l'exécutable qui exécute le plus souvent. Et si on regarde ça de façon statistique, ben SVC host est toujours dans Système 32. C'est aussi simple que ça. Alors, de développer des systèmes qui sont capables que tu es capable de dire, de créer ton signal à partir de la stat, de dire, bon, ben, si c'est 100% du cas, bon, ben là, je peux me créer automatiquement un signal qui dit, si jamais je vois SVC host dans un autre directory, ben là, c'est très, très intéressant. Et c'est un exemple parfait de justement, peut-être que tu vas générer le signal, puis tu vas le mettre en production, puis il n'y a absolument rien qui va se passer. Et c'est parfait. Parce que dans 3 ans, il y a un petit maudit à quelque part qui va avoir fait son malware, puis qui va penser qu'il est bien, bien, bien intelligent de l'appeler SVC host.exe dans temp directory, puis tu vas le pogner. Ouais, puis c'est comme ça aussi, tu vas attraper beaucoup les LOL, Living Off the Land, c'est tous ces volets-là qui sont très difficiles à attraper par les antivirus classiques parce qu'on est dans un contexte où il n'y a pas de toolkit qui est descendu sur la machine. On utilise les outils de la machine
Donc, à ce moment-là, c'est voir comment justement ce fonctionnement-là dévie de la normale et comment comment ça se fait, pourquoi on fait un PS exec, puis pourquoi ça fait ce genre de choses-là, pourquoi il s'exécute à partir de tel répertoire et pourquoi tout ce qui s'ensuit, parce qu'un PS exec peut être légitime, comme un PowerShell d'ailleurs, mais s'il est démarré d'une façon non standard ou non habituelle à l'organisation, c'est-à-dire, nous, on utilise toujours le PS exec est toujours un endroit stable qui est défini comme ça. T'as pas fait un PS exec qui apparaît dans genre temp, user temp, machin, là. Peut-être qu'il y a lieu de s'inquiéter sur ce qui va se passer au sortir de l'exécution de ce PS exec-là ou peu importe l'outil qui est descendu sur la machine qui sont normalement en opération sur la part des machines qu'on voit maintenant. Là. Exactement. Puis je pense que c'est un pour peu importe qui nous écoute et qui est intéressé de rechercher des intrusions un peu plus moi je dirais intéressantes, mais peut-être avancées, c'est peut-être mieux le terme. Mais le reality check dans tout ça, pour moi, c'est toutes les intrusions avancées que j'ai trouvées, le début de tout ça n'était pratiquement jamais, je dirais jamais, je sais pas, Mimikat vient, tu sais, quelque chose que oui, ça c'est 100%, c'est malicieux, ça vient d'exécuter. C'était toujours basé dans j'ai fait un signal ou j'ai fait une requête dans le data lake pour quelque chose qui avait juste que je comprenais pas du tout, tu sais, qui était juste bizarre. Et c'était la ficelle sur laquelle on tirait. Et c'est à partir de là que, comme en creusant dans les événements, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le contexte, c'est là qu'on découvre l'intrusion elle-même. Bon, dans les intrusions avancées. Je dis pas que Mimikat, c'est jamais malicieux. Clairement. Ça dépend des cas, mais oui, puis quand tu parles de volet statique, puis moi, ce que je faisais énormément quand je créais des signaux, puis d'ailleurs, pour enlever du bruit puis vérifier la stabilité des infrastructures, je vais des signaux ou des événements de télémétrie les plus rares, puis ensuite, je remonte. Fait que si j'ai un événement qu'une fois par mois, ben lui m'intéresse davantage que celui qui se passe à toutes les minutes, parce que celui à toutes les minutes est probablement légitime comme événement de télémétrie, contrairement à celui qui se passe une fois par mois, sur seulement 3 machines avec des versions différentes, va m'intéresser énormément en plus que Excel qui est démarré systématiquement sur toutes les machines à tous les jours. Fait que c'est dans ces signaux-là, dans le cas, l'exemple que j'ai le plus récent, c'était des numéros d'événements Windows. Fait que je faisais sortir mes événements de l'ensemble du parc, les événements Windows, puis statistiquement, j'ai fait trier en ordre décroissant. Fait que j'ai su qu'il n'y en avait pratiquement pas. Parce que ceux qui en avaient d'événements qui avaient été très, très courants. Puis là, je descendais, puis il y avait tellement d'anomalies que j'ai trouvé comme ça. Entre autres, dans le problème de configuration pour enlever du bruit inutile. Et par magie, les infrastructures allaient mieux après. Bon. Ouais. Comme ça. Mais fait que ça, les personnes d'infra étaient super contentes parce que j'avais réglé un problème qu'ils ne comprenaient pas d'où il arrivait. Parce qu'ils n'étaient pas capables de le voir sur le cycle long. Puis ensuite, je descendais, puis de temps en temps, j'en frappais des éléments de sécurité très intéressants ou des anomalies ou des utilisateurs un peu plus curieux ou des comportements qui étaient limites, qui pas nécessairement faisaient partie d'une attaque, mais dans certains cas, pouvaient laisser présager des choses comme ça. J'avais été très actif aussi dans le temps des motettes, Ryuk, Trickbot et Ryuk. C'était très intéressant de voir les signaux parce qu'ils étaient très rares, on les voyait pas passer beaucoup. Et c'était cette façon-là que tu attrapais sur des ports non standards, les ports les moins utilisés, les initiations de connexion, ces éléments-là comme ça. Puis oui, je trouve ça le fun parce que tu le verbalises, parce que je le faisais par réflexe, puis j'ai pas de méthodologie, là, je parle comme ça, j'ai l'air de bien connaître ça, j'ai pas de méthode, je fais juste ça par intuition, mais je trouve ça le fun que tu le dises parce que tu confirmes mon intuition de la façon que j'opérais, de la façon que je le faisais. Je faisais mes signaux, comment je nettoyais mes affaires, puis je descendais mes différents éléments. Là. Absolument. Puis la chose peut-être qui est intéressante de pointer aussi de ce que tu viens de dire, c'est quand on fait ce feedback loop là, tu sais, de faire des signaux, de voir que c'est quoi qui en ressort, c'est important de fermer cette loop là et de dire, disons qu'on voit une anomalie sur telle boîte qui vient de faire partir tel signal. C'est important de pas il y a toujours des exceptions, mais de pas juste le laisser aller. Tu sais, des fois, c'est facile de juste dire, c'était rien. Puis
continuer. Le risque à ça, c'est qu'après le temps, ben, tu sais, des détections comme ça qui ont des faux positifs s'accumulent. Puis là, à un moment donné, tu te réveilles puis tu te dis, ouais, mais je passe la moitié de mon temps à regarder à travers des faux positifs que je sais. Alors, c'est important de reconnecter ça dans le signal et de dire, tu vois, cette boîte-là, là, c'est en finance, puis ils ont installé un logiciel de quelqu'un qui vient je sais pas, des Pays-Bas, puis il y a une affaire bizarre dans ce logiciel-là qui fait un faux positif. Le marquer comme faux positif, s'assurer qu'il ne va pas refirer, parce que c'est comme ça qu'on, tranquillement. Et documenter, parce que je vois bien des gens qui ne documentent pas. Il faut documenter les exceptions. Puis ça, c'est l'aspect le plus emmerdant. Mais oui, j'ai des exemples de logiciels douteux qui faisaient des segmentation de fautes à tout bout de champ. Puis là, ça levait des alarmes parce que c'est pas supposé faire des erreurs de segmentation. De crasher comme ça. Puis on avait toujours un logiciel bâtard qui traînait quelque part qui faisait ça, mais l'usage même du logiciel ne le voyait pas, cette erreur-là, il crachait pas, mais par en dessous, on le voyait cracher en fou. Fait que les développeurs ont juste comme enlevé le message d'erreur, ils ont juste comme codé par-dessus. En tout cas, bref, c'est du mauvais code, c'est sale. Et là, c'est comme, là, t'appelles le département, tu dis là, pouvez-vous changer votre logiciel parce qu'il nous crée beaucoup de... Ouais, mais on l'aime beaucoup. Appelez donc les développeurs et dites donc qu'il fait de la mauvaise job parce qu'il fait juste des affaires mal. Mais bref, on faisait ce genre de choses-là, mais effectivement, le nettoyage, ça fait partie de l'autre élément, puisque quand moi, je pars du chose, j'allume toutes les lumières, puis ensuite, je ferme ce qui est inutile ou je crée les règles d'exception pour retirer ce qui sert à rien ou justement qui sont des signaux inutiles ou c'est des choses comme ça. Ensuite, je nettoie jusqu'à obtenir le bon ratio, puis justement, de ne plus avoir du bruit inutile, d'arriver à quelque chose. Puis, ça l'amène aussi à l'autre élément, parce que là, le signal, c'est l'élément primaire, puis tu l'as bien mentionné. Ensuite, il y a l'élément secondaire. Ensuite, tu mixes tes signaux ensemble. Si tu vas en EDR pur, c'est une chose, mais quand tu y rajoutes d'autres formes de DR, là, ça devient encore d'autant plus intéressant que ces signaux-là peuvent s'enrichir mutuellement et donner des signaux secondaires qui sont basés sur l'analyse des signaux primaires qui sont déjà un bon signe, mais déjà mieux. Et à ce moment-là, on augmente la qualité globale de la vie des analystes en cyber. Absolument, absolument. Et même, même dans la source EDR, j'adore ça. T'sais, nous, on a des utilisateurs qui nous parlent. Ah oui, je viens de construire tel signal sur notre engin. Et ce que j'aime le plus, c'est genre des fois, ils vont venir puis ils vont comme nous montrer comment ils construisent des signaux de base. Et ensuite, il y a un niveau de signal par-dessus. Et dernièrement, j'ai vu un troisième niveau par-dessus tout ça. Alors, c'est vraiment assez spectaculaire et c'est super intéressant de voir. Le plus intéressant dans ça, c'est de voir que c'est des équipes qui se sortent de la tranchée de cette façon-là, tu sais, qui disent bon, tel signal, oui, il y en arrive beaucoup, tu sais, ça arrive souvent, puis on peut pas toutes les regarder. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Et là, ils décrivent un signal basé méta, tu sais, sur ces signaux-là. Et là, ça leur permet de raffiner ça un petit peu. Puis, tu sais, des fois, ils vont avoir une stratégie où ils vont dire, les premiers signaux, on les enregistre même pas. C'est purement au runtime, en temps réel. Le deuxième niveau, ben là, ceux-là, on les enregistre, mais c'est moyen niveau. Puis là, ils vont construire un troisième signal par-dessus ça qui va dire, bon, c'est le timing. Tu sais, si je pogne tel signal avec, je sais pas, 10 autres signaux en 1 heure pour telle autre affaire, ben là, ça, c'est vraiment une accumulation, c'est une pyramide de tout ça. Et puis ça va aller à PagerDuty. Il y a quelqu'un qui va se faire appeler quand ça se passe. Alors, je trouve ça super cool de voir ça, le monde qui sont vraiment hot, là. Ouais, ça, c'est vraiment cher quand on est rendu à ce niveau-là. Moi, j'étais juste au deuxième niveau. J'ai jamais fait un troisième, là, mais du méta, là, ça va être assez spectaculaire quand on est rendu là, dans ce degré d'analyse. J'ai jamais eu à pousser, mais moi, je faisais juste je faisais mon premier filtrage, fait que mes premiers signaux étaient de qualité intéressante, mais des fois un peu trop verbeux. Puis ensuite, j'en nettoyais comme je mentionnais, mais tu peux pas tout nettoyer parce qu'il y en a des signaux qui ont une valeur, mais pas dans le déclenchement lui-même, mais dans ce qui contextuellement apporte ce signal-là. S'il y a du bruit qui apparaît, s'il y a une hausse par magie, s'il y a un nombre
un nombre de mots de passe, par exemple, qui sont testés, si le compte et des choses, tout seul, ça change rien. Le lundi matin, par exemple, le nombre de mots de passe en erreur, c'est pas grave, on a toujours une courbe. Fait que c'est classique. Mais c'est de savoir dans cette courbe-là, parce que les attaquants le savent aussi que cette courbe-là existe. Fait qu'il faut savoir comment ça se découpe là-dedans. Fait que comment retirer le signal de l'erreur de mot de passe, d'aller dans la deuxième analyse et de voir une tendance qui n'est pas visible autrement, qui a été perdue dans le bruit. Ça, j'en ai fait quelques-uns comme ça. Ça, c'est sharp. Mais là, un chapeau à ceux qui ont fait une troisième en plus. Là, effectivement, je les imagine, c'est plus que le pager qui sonne, là, c'est l'alarme qui sonne au complet, parce que quand tu es rendu à ce niveau d'analyse-là, t'as quasiment l'équivalent d'un humain devant l'écran qui a fait déjà préalablement. Ils ont codé la capacité d'un analyste junior dans une règle. C'est félicitations, là, je trouve ça vraiment spectaculaire. Ouais. Et de mon expérience, ces équipes-là qui vont comme aller dans cette direction-là, je dirais. Et l'autre chose dont tu viens de parler qui est, je pense, indirectement, c'est comme d'autres sources de données. C'est vraiment là en tout cas, comme moi, je vois les équipes qui vraiment arrivent vraiment au prochain niveau, tu sais, d'être capable de dire, regarde, tous les signaux dont on vient de parler, c'est EDR. On a parlé de façon un peu générique de signal, tu sais, de développement. Puis il n'y a vraiment aucune différence, aucune raison qu'il y ait une différence entre du EDR et du réseau, peut-être du NDR ou de l'authentification. Tu sais, je sais pas, Okta, les audit logs de Okta ou GitHub audit log ou tu sais, l'imagination, c'est la limite dans le fond à la fin de tout ça. Et d'être capable d'appliquer ce même processus-là dans toutes ces sources-là et de commencer à to blur the line, commencer à les superimposer, superimposer ensemble. C'est là que ça devient, c'est là que ça devient incroyablement puissant. Là. Mais c'est aussi là, je pense que c'est le plus difficile à faire ces signaux-là. Je pense que ce qu'on parle dans le fond, c'est XDR, si on regarde d'un point de vue marketing. Bon, c'est pas mal XDR. Mais de mon expérience, des signaux qui ont cette complexité-là, fondamentalement, ne peuvent pas être génériques. Donc, il n'y a pas un vendeur qui va venir vous voir puis qui vont vous dire là, hey, moi j'ai des signaux out of the box, je détecte tout le malware, XDR, blablabla. Non, à la fin de la journée, à ces niveaux-là, il faut avoir un contexte dans la compagnie ou dans l'environnement de c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est pas important, qui est normal et tout ça. Oui, effectivement. Puis là, je fais la distinction comme le IDR et le NDR. La différence fondamentale, c'est pas les mêmes gens qui vont s'occuper de ça, parce qu'un, c'est des signaux réseau. C'est une autre logique. C'est d'autres symboles, d'autres façons qu'on va filtrer pour arriver à mettre des signaux, parce qu'il faut, c'est beau à limiter toutes les lumières, comme je mentionnais, mais ensuite, il faut que tu filtres, il faut trouver des signaux qui ont de la valeur. Parce que, disons, moi, c'était des suricateurs principalement que je déployais. Quand tu allumes les règles avec ça, le bruit qui sort de là, c'est infernal. Ça n'a aucun sens. Moi, je branchais ça sur les outs des data centers. Puis c'est sûr que le bruit qui sortait de là, c'est fou. Ensuite, il faut que tu commences à nettoyer pour ça déjà de un. Ensuite, c'est de transformer la télémétrie, parce que c'est ça la base, en des signaux. Puis ça devient plus complexe. Ça prend une expertise particulière dans le cas-ci de contexte réseau qui est rattaché. Ensuite, ces signaux sont consolidés dans une base, normalement, de journalisation, de choses comme ça, et dans lequel ensuite est concaténé avec les signaux d'EDR. Là, on est capable de faire des suites avec ça. On est capable de voir autant la télémétrie de la machine avec la télémétrie du réseau associé. Et si on voit d'ailleurs une différence, puis ça fait partie des méta-règles intéressantes, si on voit une différence entre la télémétrie d'un et l'autre, ben on suspecte automatiquement que la machine elle est compromise, parce qu'il y a des choses qui ont été cachées à la télémétrie. Donc déjà, cette différence-là nous a ramené des signaux très importants. C'est très intéressant quand ça arrive, parce que la première fois, tu te lèves, tu fais ça, ça serait drôle de tester, voir ça, puis ça lève tout de suite, tu fais comme, ouais, non, là, je pense qu'on a un problème. Donc, on a investigué, puis effectivement, il y avait un problème associé avec la machine en question. Mais tout ça est très trippant comme ça. Mais en même temps, ça ramène toute la conversation sur le fait, puis là, il y a tous les vendeurs de SIEM, ces éléments-là. Mais eux sont
sont comme loin dans le spectre. Quand que l'autre côté qu'on parle, c'est vraiment de nettoyer ton signal et ne pas juste tout journaliser, tout balancer dans le SIEM, mais de nettoyer avant d'envoyer dans le SIEM pour que tu aies déjà une donnée travaillable au lieu de travailler. C'est sûr, tu vas en garder, puis si tu veux nettoyer, il y a un chemin à faire. Mais généralement, l'erreur que la plupart des entreprises que j'ai vues, c'est qu'ils vont tout garocher là-dedans, puis vont espérer que quelque chose va sortir de leur SIEM. Quand il faut qu'ils fassent ce travail en amont, beaucoup de nettoyage. Et quitte à ce que le SIEM leur serve de faire de base de data lake pour faire le nettoyage, mais ils s'en servent pas comme ça, ils s'en servent comme juste du temps réel, puis essayer de sortir des alarmes, puis c'est un peu plus corsé. Ouais, à la fin de la journée, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de magie. Et ça, je pense que n'importe qui fait plus de, disons, 1 an ou 2 en cybersécurité va réaliser ça. Ça arrive souvent que je parle, que je dis ça. Il y a beaucoup de produits qui sortent en sécurité, de compagnies qui sortent avec de nouveaux produits. Là, ces temps-ci, c'est l'intelligence artificielle. La réalité, c'est que c'est un domaine difficile. C'est même pas, tu sais comme moi que c'est un nouveau produit. Tu sais, genre, en cyber, on a ça depuis au moins 6-7 ans que ça roule. Ça, c'est les produits les plus matures. Et ça existe depuis au moins une dizaine d'années qu'on a des variantes de AI en cyber. Là. C'est ça aussi, c'est ça que je trouve fascinant parce que ça fait déjà un certain temps que ça opère, mais c'est pas juste parce qu'on s'excite avec du LLM que c'est nouveau. Exact. Là. Ouais, exactement. Je pense que le monde confuse AI puis LLM. Et bon, c'est LLM, c'est cool. Mais comme tu dis, le AI, c'est le statistical analysis qu'on faisait il y a quelques années avec un nouveau nom. Oui, puis tu sais, ça fait un bout de temps. Il y avait même des IDR qui l'utilisaient, le Silence l'utilisait. Ça fait 6-7 ans qu'ils utilisent du AI dans leur IDR justement pour arriver à quelque chose. Ça a ses forces et ses faiblesses pour l'avoir utilisé à quelques occasions. Parce que ça a l'avantage d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, mais ça a aussi le désavantage de rater certains éléments que d'autres produits auraient réussi à attraper plus facilement. Ouais. À la fin de la journée, je vois ça d'une façon mathématique. Un produit qu'on achète et qu'on déploie as is, on fait juste le déployer. L'assumption derrière ça, c'est que ça veut dire que le produit doit être capable d'arrêter des choses mauvaises avec, disons, très, très, très proche de 100% de précision. Right? Parce que on veut pas qu'on est sur le web puis ça tue Chrome de façon par rapport. Alors, si c'est ça, l'autre côté... Chrome est capable de se tuer tout seul. Ouais, trop de tabs. Mais l'autre côté de ça est que si tu veux avoir tant de précision que ça, ça veut dire que tu vas laisser, c'est mathématique, tu vas laisser passer des choses qui ont de l'air bizarres, mais que tu peux pas dire de façon globale, oui, c'est toujours malicieux. Alors, c'est là vraiment que le signal engineering va arriver, puis c'est là que ça devient intéressant. Oui, c'est là où le plaisir est vraiment, du moins pour l'analyste. Moi, c'est là où j'avais ça. Des produits plus commerciaux, ils sont plus fermés, puis on a moins de capacité d'aller fine-tuner les signaux comme on aimerait. Là. Il y en a qui sont extrêmement très black box, puis tu t'achètes ce que tu as. Il y en a qui sont plus souples. Il y a le spec. Je pense que les autres étant plus du côté plus souplesse en termes de laisser les gens d'ingénierie comme ils veulent. J'en connais d'autres. Silence, c'est un exemple, entre autres, mais il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup plus black box, qui te laissent, ils donnent des choses, puis arrange-toi avec ce qui t'ont sorti. Puis, conséquemment, on avait, dans cette époque-là, j'ai utilisé Sysmon comme palier supplémentaire parce que Silence me fournissait pas ce que j'avais besoin comme télémétrie pour aller fouiller. Dans le cas d'un incident, de savoir exactement ce qui s'était passé parce qu'il ne me donnait pas la chaîne nécessairement. Il me donnait juste quand le signal élevait, mais selon ses règles à lui. Fait que moi, des fois, j'avais besoin de connaître la chaîne complète, puis ça, il ne me donnait pas parce que j'étais pas capable. Fait que, oui, ça pour une équipe moins mature, c'est pratique parce que ça fait beaucoup de job. Moi, je suis dans un contexte beaucoup plus mature, fait j'avais besoin de connaître l'entrée de jeu, puis parce que ça me permettait de fermer la porte définitivement au problème par la suite. Fait que je voyais d'où il arrivait. Lui, il voyait pas d'où ça arrivait. Disons, l'exemple, c'était l'exécution d'un script dans un Word qui a été exécuté par un Outlook.
il fait juste me le dire comme ça, mais je savais pas quel message avait été ouvert, je savais pas quels autres éléments associés avant qui précédaient, puis justement pour dire, OK, c'est là, on va colmater le trou. Et on va pas juste éteindre les incendies qui nous arrivent constamment parce que la lettre a levé. Là. C'était plus comme ça, mais ça, bref, j'utilise Sysmon à l'époque pour compenser ce côté black box de cette solution-là. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. On a couvert vraiment tout ce que les signaux. En tout cas, moi, ça, sinon, on va continuer, puis je pense qu'on va se perdre, puis on va être aussi diffus que la dernière fois, puis on va stopper là. Peut-être qu'on reviendra dans un second épisode, voir s'il y a d'autres choses à creuser ou d'autres idées nous arrivent avec ce sujet-là. Je te remercie énormément, toujours très intéressant. C'est toujours des conversations très enrichissantes, puis de partager tous ces éléments-là, puis de ton expérience aussi. Ça me fait plaisir, merci.